Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Vital Kamerhe réaffirme son soutien indéfectible au président sortant Félix Tshisekedi à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain en République démocratique du Congo. Le président de l'UNC bat campagne pour son allié de l'UDPS, le candidat numéro 20. Promotion de l'inclusion financière en Tunisie. Une convention a été signée pour le développement des réseaux d'agents de paiement dans le nord-ouest du pays. Une action qui vise à former les femmes au digital. Et rencontre avec l'artiste camerounaise Julienne Afoa, une passionnée de musique, de photographie et de mode qui puise son inspiration dans les ressources forestières. Mais tout d'abord, en Sierra Leone, retour au calme après une journée d'affrontement à Freetown. Le président Julius Maada Bio a affirmé ce dimanche soir que la situation s'était stabilisée après ce qu'il a qualifié de tentative de déstabilisation. Dans une courte intervention télévisée, le chef de l'État a évoqué l'arrestation de plusieurs responsables qui devront rendre des comptes sans donner plus de précisions à ce sujet. Rappelons que le 26 novembre, des affrontements armés ont secoué Freetown où des assaillants encore inconnus ont tenté de forcer une armurerie militaire et fait sortir de nombreux détenus de prison. Un couvre-feu national a été décrété jusqu'à nouvel ordre. La décision avait été prise en août dernier lors d'un congrès de l'Union pour la nation congolaise. L'actuel vice-premier ministre en charge de l'économie et président de l'UNC, Vital Kamerhe, appelle à voter le président sortant Félix Tshisekedi à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain. Il bat campagne pour son allié de l'UDPS, le candidat numéro 20. Reportage de Deva Panzou. Le président de l'Union pour la nation congolaise a opté pour une campagne de proximité allant au contact direct de la population afin de mieux faire accepter le projet de société du candidat qu'il défend. Ici à Kenge, une localité située à 263 km à l'est de Kinshasa, dans la province du Kwango, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a prêché un seul message, celui de voter le candidat numéro 20 le jour du scrutin. Ce jour-là, n'oubliez pas le numéro 20. Le président de la République m'a envoyé dire aux filles et aux fils de Kenge et à travers vous les habitants de la province du Kwango qu'ils vous aiment énormément. C'est pourquoi Papa Félix Tshisekedi Tshilombo a dit, et vous le savez mieux que tout le monde, qu'à son arrivée aux commandes du pays, il a trouvé d'innombrables dysfonctionnements. Donc il a fallu pour lui boucher les trous avant de bâtir une fondation. Loin de son Kivu natal, Vital Kamerhe, accompagné de son épouse, a sillonné plusieurs localités du Grand Bandundu à l'ouest de la République démocratique du Congo comme première étape de la campagne électorale de l'UNC. Après 5 ans de règne, Vital Kamerhe a promis à la population que les promesses seront réalisées. Le président Tshisekedi sait qu'il a des dettes ici. La première concerne l'électricité. Que ceux qui le reconnaissent, nous voulons voir leurs mains levées. Il a dit qu'il connaît vos difficultés. La deuxième préoccupation est celle de la disponibilité de l'eau. Ceux qui le reconnaissent, merci de lever vos mains. La troisième préoccupation du candidat numéro 20 envers les populations de Kenge concerne les pistes rurales afin de faciliter le transport des produits issus de l'agriculture. En 2011, à l'élection présidentielle où il fut candidat, Vital Kamerhe récolta 7,74% des suffrages. En 2018, il avait soutenu Félix Tshisekedi pour une campagne victorieuse. Une réussite que l'ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi veut de nouveau à l'élection du 20 décembre. Guillaume Soro peut rentrer en Côte d'Ivoire quand il le veut. Ce sont les propos tenus le 25 novembre par le porte-parole du gouvernement ivoirien, Amadou Koulibaly, suite à une publication de l'ancien Premier ministre ivoirien sur les réseaux sociaux. Le ministre de la Communication a invité Guillaume Soro, en exil depuis 2019 et condamné en 2020 à la prison à vie, à adopter une attitude républicaine, et ce, dans le cadre du processus de réconciliation nationale
nationale initiée par le président Alassane Ouattara. Un sujet de la rédaction. En déplacement ici au centre-ouest du pays, dans la région du Haut-Sassandra, ce samedi 25 novembre, le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, a invité Guillaume Soro, en exil, à intégrer le processus de réconciliation. Les ténors de la politique ivoirienne, comme les anciens chefs d'État Laurent Gbagbo, Feu Henri Konan Bédié, s'étaient déjà inscrits dans ce processus en ayant des rencontres avec le président Alassane Ouattara, fermant la page sombre de la crise post-électorale de 2010-2011. Le président Gbagbo, qui a été adversaire du président Ouattara, est allé le saluer, l'appeler Monsieur le Président, n'a pas remis en cause son élection. Toi, tu es là-bas, tu n'as pas été candidat, c'est toi qui parles de mandat inconstitutionnel. Chez nous, on dit, quand un enfant veut qu'on le soulève, il lève les bras pour aider à le porter. Si tu veux rentrer, lève tes bras et puis on va t'aider à rentrer. Si vous avez le mal du pays et l'attitude qu'il faut, et puis on va vous inviter à rentrer. La déclaration du ministre Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement, fait suite aux déclarations publiques de l'ancien Premier ministre Guillaume Soro. En exil depuis 2019, Guillaume Soro a eu 2 audiences avec les présidents de la transition. Le lundi 13 novembre 2023 à Niamey avec le général Abderrahmane Tiani et le 22 novembre au Burkina Faso avec le capitaine Ibrahim Traoré. Au terme de ces rencontres, l'ancien Premier ministre a affirmé sa détermination à mettre fin à son exil en Europe et retrouver ses droits de citoyen dans son pays, malgré des peines judiciaires prononcées à son encontre sur 2 dossiers. On ne lance pas des discours de menace. On ne se promène pas dans des pays où la communauté internationale a condamné tous les régimes qui sont. Quel message on veut envoyer? Les Ivoiriens veulent la paix. Le chef de Saïwan nous l'a dit. En des mots très clairs, nous ne sommes plus prêts à se lancer dans des aventures. Le chef de l'État a la responsabilité de protéger chaque citoyen de ce pays. Il a la responsabilité de protéger nos frontières territoriales. Et cela est assuré de fort belle manière, puisque c'est lui-même qui est le président du Conseil national de sécurité. La politique de réconciliation initiée par le président Alassane Ouattara après la crise post-électorale de 2010-2011 a favorisé le retour d'acteurs politiques de premier plan comme l'ex-président Laurent Gbagbo en juin 2021 et Charles Blé Goudé en novembre 2022. Tous sont revenus en Côte d'Ivoire tout en étant sous le coup d'une peine de prison de 20 ans en Côte d'Ivoire qui n'a pas été exécutée. Guillaume Soro, ancien chef rebelle, ancien président de l'Assemblée nationale et Premier ministre, a été condamné à la perpétuité en juin 2021 en Côte d'Ivoire pour atteinte à la sûreté de l'État. Après un exil entamé en 2019, Guillaume Soro et les autorités ivoiriennes doivent désormais s'accorder sur une démarche de réconciliation qui viendra sceller définitivement l'œuvre de réconciliation et de pardon initiée et réussie par la Côte d'Ivoire depuis 2012. La réussite d'un tel scénario politique sera un acte fort du président Ouattara et de la classe politique ivoirienne avant la Coupe d'Afrique des Nations de football qui doit se tenir du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. C'est une action qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de l'inclusion financière et de la numérisation en Tunisie. Une convention a été signée pour le développement des réseaux d'agents de paiement dans le nord-ouest du pays. Le but, former 70% des femmes tunisiennes de cette région. Plus de détails avec Marie-Raphaël Antolo. En Tunisie, la Commission bancaire et financière et l'organisme de coopération technique allemand du GIZ ont signé le 24 novembre une convention pour la mise en œuvre du projet développement des réseaux d'agents de paiement dans le nord-ouest tunisien. L'objectif de l'accord est de promouvoir l'inclusion financière et l'éducation, en particulier les canaux de distribution, et de se concentrer sur la population économique active à faible revenu dans les zones rurales et péruviennes de Béja et Djendouba ainsi qu'à Bizerte. Le but, selon les autorités tunisiennes, est de former 70% des femmes tunisiennes de cette région dans la finance digitale. Être très bénéfique pour le pays,
pour la population à faible revenu qui va profiter des transferts d'argent ou des paiements à des tarifs très privilégiés, très préférentiels. Donc je pense que c'est un projet très intéressant. J'espère qu'on va continuer sur cette lancée-là et essayer de généraliser ce projet-là avec l'accompagnement en termes de capsules pédagogiques, etc. Donc des cycles de formation seront dédiés pour le reste des établissements de paiement qui sont en cours de formation. Le projet, selon les autorités tunisiennes, ambitionne à court terme de générer un impact significatif et quantifiable. À moyen terme, il entend renforcer le recours aux services financiers formels, accroître les revenus des petits commerçants grâce au développement de nouveaux moyens de paiement et à encourager le decashing. Le projet de développement des agents d'établissements de paiement dans le nord-ouest tunisien est un des projets clés au niveau du développement du secteur privé et du développement de la finance digitale inclusive, où nous cherchons principalement à développer l'ouverture et l'utilisation du e-wallet, qui est le portefeuille électronique. D'après la déléguée générale du Conseil bancaire et financier de Tunisie, Mouna Saïd, la professionnalisation des agents de paiement est essentielle pour le développement des réseaux de distribution et des établissements de paiement et l'amélioration de l'accès des clients au système financier. Allons à la rencontre de Julienne Afoa, une artiste camerounaise. Elle exprime son art à travers la musique, la photographie et la création d'objets de mode. Sa source d'inspiration, les ressources forestières. Un portrait à découvrir avec Séverin Douqueux. C'est l'histoire d'une âme passionnée par les ressources de son village et qui s'en inspire pour trouver sa personne. Bercée par les sons et instruments musicaux locaux et les voix de ses pères jadis, et père d'aujourd'hui, Julienne Afoa, passionnée de lyrisme et de rythmes musicaux qui ont accompagné sa vie de l'enfance à l'adolescence, s'est laissée entraîner et mouler pour devenir l'artiste de la forêt qu'elle défend. En 20 ans d'amour pour l'art musical, elle produit 3 albums dont Man Femme, le dernier, un melting pot de sonorités africaines, mais surtout une sorte de scène où les essences de la forêt semblent trouver une tribune d'expression par leur forte prédominance. Alors l'oncoul a beaucoup de valeur pour moi parce que j'ai grandi avec l'oncoul. Comme je disais, toutes les fêtes, toutes les cérémonies se célébraient avec l'oncoul. Je me suis dit, pourquoi ne pas revenir un peu à mes sources, à mes origines. Donc pour cet album, je veux du oncoul dans toutes les musiques. Mais Julienne, qui vit désormais en Occident, est surtout éprise de sa passion pour le bois, un amour qui trouve son essence dans la nostalgie de sa terre natale. L'une de ses activités phares, c'est la création de bijoux et autres parures faits d'essence locale, Iroko, Bibinga ou encore Eben. La collection Ipen, une revue de 25 bijoux originaux, les uns que les autres, de par leur design et leur composition, a été dévoilée le temps d'un défilé de mode le 22 novembre 2023 à Yaoundé. La collection s'appelle Bilé, qui veut dire les arbres, les bois. Donc j'ai voulu l'intituler ainsi parce que quand j'étais petite, quand j'étais triste, j'allais puiser de l'eau, j'étais entourée de tous ces arbres-là et je partais à la petite rivière et je devais marcher dans la forêt pour aller puiser de l'eau. C'était un moment privilégié pour moi parce que je retrouvais ce calme, je retrouvais les oiseaux. J'utilise toutes les essences de bois. Julienne Afoa partage également une autre passion, la photographie. Entre 2 moments de scène et de création, elle s'adonne à immortaliser certains moments de la vie qui la captivent, comme ces quelques photos de sa défunte amie et collègue de cœur, Corinne, ex-membre du groupe Macaz, avec laquelle elle avait cheminé. Julienne vit son univers artistique, partagé finalement entre la musique, la photo et la mode. Sur l'actualité sportive à présent avec le spécialiste en la matière, notre journaliste sportif José Douglas, bienvenue.
Bonjour Gladys. Alors la phase de groupe de la Ligue des Champions a commencé pour le compte de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération. 4 groupes exactement dans chaque catégorie. Gladys, rappelons que la Ligue des Champions réunit l'ensemble des équipes qui ont remporté le championnat respectif de leur pays. Et il y a d'abord des phases éliminatoires entre clubs avant de former les groupes. Le principe est le même pour la Coupe de la Confédération qui réunit les clubs qui ont terminé deuxième de leur championnat respectif. Alors voyons maintenant les tableaux Gladys avec le tableau du groupe A, Ligue des Champions, et la victoire de Pyramids face à TP Mazembe 1-0, et Mamelodi qui écrase Nouadhibou 3-0. Ex-aequo, donc premier, Mamelodi et Pyramids. En groupe B, victoire de Galaxy face à Wydad, et match nul entre Simba et ASEC Galaxy, et seul en tête. Un groupe C, Tunis qui bat Étoile du Sahel 2-0 et Petro Luanda qui bat également Al Hilal Omdurman 1-0. Deux équipes sont premières ex-aequo, Tunis et Petro Luanda. Un groupe D pour terminer avec la Ligue des Champions, CRB Belouizdad, Young Africans 3-0. Même score pour Al Ahly face à Medeama 3-0. Vous voyez donc le classement de ce groupe D. Deuxième journée de la Ligue des Champions, le 1er et 2 décembre 2023, Gladys. Quelques mots sur la Coupe de la Confédération. Oui, avec le groupe A pour commencer, Modem Futur qui bat Super Sport United 1-0 et USM Alger qui bat Al Hilal 2-0. Vous voyez le classement, USM Alger et Modern Futur sont ex-aequo en tête. Pour le groupe B, toujours en Coupe de la Confédération, victoire de Zamalek face à Abou Salim 1-0 et Sagrada Esperança Soar Coat 2-0. Le classement également sous vos yeux. Et en groupe C, Club Africain contre Dreams 2-0. Victoire de Rivers United face à Académie Lobito 3-0. Au classement, Rivers United et Club Africain sont en tête. Et puis en groupe D pour terminer, avec Diable Noir qui perd devant le Stade Malien 3-1 et RSB Berkane qui bat Soukoukoun 2-0. Au classement, Stade Malien et RS Berkane sont en tête. Prochaine journée, ça sera le dimanche 3 décembre, Gladys. Le championnat d'Afrique de sport scolaire a démarré et vous allez nous en parler. Oui, le championnat d'Afrique de sport scolaire pour la zone B de l'UFOA s'est déroulé à Lomé du 24 au 26 novembre. 5 pays ont pris part à ce tournoi, notamment le Togo, le Nigeria, le Bénin, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Le Bénin a été sacré champion chez les garçons et bat la Côte d'Ivoire 2-0. Et pour la troisième place, c'est le Ghana qui l'emporte face au Nigeria. Parmi les récompenses, meilleur joueur Abdul Hassani, meilleur gardien Marc Fatalou du Bénin, tous les deux, meilleur buteur Ridouane Yerim et fair play pour la Côte d'Ivoire. Vainqueur, qui est le Bénin, bien sûr, a remporté la somme de $100 000. C'est l'un des événements majeurs de cette fin d'année. La remise des CAF Awards aura lieu dans quelques jours. Le verdict est très attendu. C'est vrai, la CAF a rendu public la liste, justement, pour les catégories des CAF Awards chez les hommes. 10 joueurs restent en lice, parmi lesquels le Sénégalais Sadio Mané, qui est lauréat de la dernière édition. Le lauréat de chaque catégorie sera déterminé par des votes d'un panel composé de la commission technique de la CAF, des médias, d'entraîneurs principaux et de capitaines d'associations membres et de clubs impliqués dans les phases de groupe des compétitions interclubs. La prestigieuse cérémonie, vous l'avez dit, de récompense aura lieu le lundi 11 décembre 2023, je dis bien 11 décembre, c'est lundi prochain, au Palais des Congrès de Movenpick, dans la ville de Marrakech, au Maroc, pour connaître le joueur de l'année, gardien de but de l'année, joueur interclub de l'année, jeune joueur de l'année, des U21, entraîneur de l'année, équipe nationale de l'année et club de l'année. Voilà Gladys. Merci José pour toutes ces précisions. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.